La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Nous devons condamner dans les termes les plus clairs la révélation de toute information classifiée par des personnes ou des organisations. Nous voulons maximiser notre capacité à révéler l'information publique. Nous nous sommes donc donné un mal extraordinaire pour nous établir dans différents endroits du monde et mettre nos serveurs un peu partout dans le monde. Héros ou traîtres, journalistes ou missionnaires, activistes ou criminels, militants ou mégalos, rarement un homme n'a suscité autant de passion et de controverses que Julian Assange. Grand, mince, cheveux blonds, platine, Julian Assange, fondateur du site Wikileaks, est devenu un personnage central de ces 20 dernières années. Après avoir divulgué des milliers de documents secrets sur la guerre en Irak ou en Afghanistan, il se retrouve sous le coup de plusieurs inculpations, obligé de se terrer près de 10 ans dans une petite pièce de l'ambassade d'Équateur à Londres. Julian Assange a ses défenseurs et ses détracteurs qui continuent de se livrer une bataille juridique et une bataille politique aussi autour de la liberté d'expression et du droit au secret. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Plongé aujourd'hui dans une des affaires les plus sensibles de cette dernière décennie, l'affaire Julian Assange, ou comment la révélation d'informations classifiées par un site Wikileaks s'est transformée en véritable saga judiciaire, une chasse à l'homme, diront certains, commentée un peu partout dans le monde. Alors l'histoire de Julian Assange, c'est celle de Wikileaks, ce site qui s'est fait une spécialité dans la publication d'informations censées rester secrètes. Wikileaks est un refuge pour les lanceurs d'alerte. Il héberge en particulier des informations qui mettent en cause les États-Unis, même si d'autres pays ont également été visés. Oui, Julian Assange s'est donné comme mission de combattre les puissants grâce à l'information, son arme, la transparence, une mission qui l'a poussé au sacrifice, puisque depuis 2010, il alterne prison, liberté surveillée, planque dans l'ambassade d'Équateur, une vie de combat qui lui a donné une aura internationale, en particulier dans les milieux de gauche. Mais l'homme suscite aussi beaucoup de questions. Suspecté de viol en Suède avant d'être blanchi, accusé d'espionnage par les États-Unis, il est aussi accusé parfois d'être le jouet de puissances occultes. La Russie est souvent citée comme ayant manipulé Julian Assange pour fragiliser l'Occident. Des critiques auxquelles il a répondu en évoquant une campagne de déstabilisation. En un mot, un complot contre lui. Coup bas ou complot, il reste que ce contexte a nourri un imaginaire sulfureux autour de sa personne. Alors on va tenter dans cette émission de raconter les faits d'abord, puis de les interpréter, de démêler le vrai du faux, de tenter d'expliquer cette histoire. Une histoire qui est donc toujours en cours aujourd'hui, puisque Julian Assange attend dans une prison anglaise une éventuelle extradition vers les États-Unis, où il pourrait vivre un procès et possiblement être jugé pour une longue peine de prison. Oui, pour nous éclairer dans cette nébuleuse Assange, deux invités. D'abord, Anne Michos, bonjour. Bonjour. Vous êtes rectrice de l'ULB, vous êtes professeure de liberté publique et vous avez été, à un moment donné, un des conseils, un des avocates de Julian Assange. Vous lui avez donc parlé, peut-être même rencontré à plusieurs reprises. C'était quand la dernière fois ? Je l'ai rencontré à plusieurs reprises à l'ambassade d'Équateur. Et la dernière fois, c'était juste avant de devenir rectrice et donc d'arrêter d'être son conseil en 2020 à la prison de Belmarsh. Oui, donc c'est cette prison de haute sécurité dans la banlieue de Londres où il se trouve encore. Oui, où il se trouve aujourd'hui encore, oui. Avec nous également un ancien de la RTBF. Bonjour Marc Molitor. Bonjour. Vous faites partie des soutiens en Belgique de Julian Assange. Vous suivez et vous informez à propos de son cas. Vous, Marc Molitor, c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé ? La dernière fois, c'est lorsque je lui ai rendu visite à l'ambassade d'Équateur. C'était en novembre 2012 et c'était aussi pour le compte de la RTBF pour laquelle je travaillais encore et pour laquelle j'ai couvert pendant quelques années l'actualité relative à cette affaire. Alors, on va se replonger dans nos archives justement pour revenir aux racines de cette affaire. Direction l'année 2007. Le 12 juillet 2007, sur une petite place de Bagdad.
Une dizaine d'hommes déambulent sous le soleil implacable de la ville. Entre les gravats et les habitations de parpaings, 2 journalistes de l'agence Reuters. Appareil photo en main et caméra en bandoulière. Au loin, le bourdonnement d'un hélicoptère est à peine perceptible. Arrivés au coin d'une petite place, ils ont à peine le temps d'entendre la détonation d'un puissant canon de 30 mm. Ils sont tous fauchés, 18 morts, sans sommation. Ces morts de la guerre urbaine que livre l'armée américaine en Irak rejoint très vite la longue liste de civils victimes du conflit. Invisibles, anonymes, oubliés. Jusqu'au 5 avril 2010. Et puis ce qui suit s'appelle une bavure. Des images ont été diffusées il y a quelques heures sur un site internet. Elles datent en fait de 2007. Cela se passe en Irak. Il s'agit d'un raid d'un hélicoptère US. Les pilotes estiment avoir dans leur viseur des insurgés. Ce sont en fait des civils et des journalistes. Ils vont mourir. Roger that. We have no personnel east of our position, so you are free to engage over. C'est une vidéo en noir et blanc. C'est la caméra embarquée d'un hélicoptère Apache américain qui filme à plusieurs kilomètres de distance. Le zoom, très puissant, de l'appareil permet de voir distinctement les journalistes et les civils. Pourtant, le pilote estime être face à des insurgés armé d'AK-47. Le pilote demande l'autorisation de tir. On lui répond qu'il n'y a pas de soldats américains dans le secteur et qu'il peut donc tirer. Les rafales soulèvent un nuage de poussière et déchirent les corps de ceux qui n'ont même pas eu le temps d'être surpris. Un homme rampe et tente de se mettre à couvert. Une autre rafale. Plus rien ne bouge. Des corps écartelés gisent au sol. Le pilote se félicite d'avoir tué tous les bâtards. L'hélicoptère continue sa rotation monotone à bonne distance. La vidéo montre une camionnette qui s'approche pour récupérer les corps et les blessés. Le pilote demande une nouvelle autorisation de tir qui lui est accordée presque aussitôt. Rafale, poussière, la camionnette vole en éclats, les corps déchirés. Des silhouettes tentent de se mettre à couvert derrière un petit muret, mais dès que l'hélicoptère a terminé sa rotation, le muret ne couvre plus rien. Une autre rafale termine le travail. Cette vidéo, intitulée « Meurtre collatéral », a été rendue publique par Wikileaks, un site dédié à la diffusion de documents confidentiels. Déjà actif depuis quelques années, il devient, ce jour-là de l'année 2010, mondialement célèbre. Sa publication suscite l'ire de Washington et propulse sur le devant de la scène le rédacteur en chef du site. Une silhouette mince, aux longs cheveux d'un blond qui tire vers le blanc, Julian Assange. Nous voulons maximiser notre capacité à révéler l'information publique. Nous nous sommes donc donné un mal extraordinaire pour nous établir dans différents endroits du monde et mettre nos serveurs un peu partout dans le monde. Cette année-là, le monde découvre l'Australien Julian Assange et son site Wikileaks, un site
qui permet de sécuriser l'activité des lanceurs d'alerte dont il garantit ou dit garantir l'anonymat. Le site est en quelque sorte un intermédiaire entre les lanceurs d'alerte et la presse. Le New York Times, Le Monde, Le Guardian et des dizaines de grands titres collaborent avec Assange et publient ces informations. Dans beaucoup de pays démocratiques, Julian Assange est donc considéré comme un journaliste, ou en tout cas un éditeur qui bénéficie des mêmes droits et obligations. Quelques semaines plus tard, une deuxième vague de révélations survient, cette fois sur la guerre en Afghanistan. Près de 70 000 pages de documents américains qui révèlent des crimes de guerre, de la corruption ou des relations troubles avec les régimes en place. 400 000 documents confidentiels livrés aux internautes du monde entier. Autant de révélations de mauvais traitements, de tortures commis par les Américains comme par les forces de sécurité irakiennes. Les documents couvrent une période de 6 ans après l'invasion américaine qui a renversé le régime de Saddam Hussein. Le site britannique estime aussi à 109 032 le nombre de morts sur le terrain, 60% seraient des civils. Le but de cette guerre était d'améliorer la situation des droits de l'homme, d'améliorer l'état de droit, mais il a fini par augmenter le nombre de personnes tuées arbitrairement et a empiré la situation en Irak. La machine Wikileaks ne cesse de révéler de nouveaux scandales. Rien qu'à l'été 2010, plusieurs milliers de documents sont publiés. Par exemple, des documents montrant que des dirigeants européens comme Angela Merkel ou Nicolas Sarkozy ont été mis sur écoute par la NSA américaine. La guerre est désormais déclarée entre Julian Assange, l'Amérique et certains de ses alliés. Wikileaks devient pour les États-Unis un problème de sécurité majeur. La secrétaire d'État, Hillary Clinton, évoque une mise en danger des soldats américains et des activistes des droits de l'homme en Irak ou en Afghanistan. Nous devons condamner dans les termes les plus clairs la révélation de toute information classifiée par des personnes ou des organisations. Ils mettent la vie des États-Unis, de ses partenaires, de ses collaborateurs et de nombreux civils en danger. L'Amérique lance contre Julian Assange plusieurs enquêtes, notamment pour espionnage. L'Australie, son pays d'origine, suit, et puis fin août, en 2010, la Suède qui annonce une enquête pour agression sexuelle. Ces fuites en série ne sont pas du goût de l'armée américaine. Le Pentagone demande à Julian Assange de retirer tous ses documents secrets. Il n'obtempère pas. Les pressions se multiplient. Jusqu'à ce matin, le parquet de Stockholm annonce alors que le journaliste qui était récemment en Suède est recherché pour viol et agression. Sur Internet, Assange nie et contre-attaque. Nous savions qu'il fallait s'attendre à des coups bas. Voilà le premier. L'histoire prend les allures d'un polar à suspense quand en fin d'après-midi, la Suède annonce que l'avis de recherche est annulé. Julian Assange n'est plus suspect de viol. Les dernières avancées de notre instruction judiciaire nous montrent qu'il n'y a pas d'éléments qui nous indiquent que M. Assange a commis un viol. Dès lors, il n'est plus recherché. Y a-t-il un lien entre cette inculpation éphémère et Wikileaks? Qui a fait pression sur qui? Les questions se multiplient, l'intrigue se complique. Ce polar devrait connaître de nouveaux chapitres. Et en effet, il y aura beaucoup de nouveaux chapitres. Cette enquête suédoise pour viol va être rouverte. Julian Assange nie les accusations, il évoque un complot et se réfugie à Londres. Un mandat d'arrêt européen est néanmoins lancé, obligeant Julian Assange à se rendre aux autorités britanniques. Il reste en liberté surveillée durant 2 ans. Quand en 2012, la Cour suprême britannique autorise son extradition vers la Suède, il se réfugie à l'ambassade d'Équateur et demande l'asile. La salle de presse du gouvernement équatorien à Quito. Il est 7h ce matin et ce ministre sait que sa déclaration va être très attentivement écoutée dans de nombreux pays du monde et plus particulièrement à Londres. Évidemment,
Le gouvernement équatorien, fidèle à sa tradition de protéger ceux qui cherchent refuge sur son territoire ou dans ses bâtiments diplomatiques, a décidé d'accorder l'asile politique. L'Équateur avance plusieurs arguments pour justifier cette décision, dont la possibilité que Julian Assange se retrouve finalement aux États-Unis, où il pourrait être jugé par des tribunaux spéciaux et risquerait d'être condamné à mort. À Londres, réfugié dans cette ambassade, désormais très surveillée, le fondateur de Wikileaks a exprimé son soulagement. Mais les autorités britanniques n'en démordent pas. Elles se disent légalement obligées d'extrader Julian Assange vers la Suède. Les Équatoriens et M. Assange se sont comportés de façon scandaleuse. Mais je ne crois pas que le gouvernement britannique dispose des arguments légaux pour entrer dans l'ambassade d'Équateur. Cela dit, au moment où M. Assange sortira, il sera arrêté et extradé vers la Suède. Il le sait. Les Équatoriens le savent. L'enquête suédoise mettra du temps à aboutir. Beaucoup de temps. 7 ans après son ouverture, l'enquête pour viol est définitivement classée, faute de preuves. En mai 2017, Julian Assange parle au balcon de l'ambassade d'Équateur de Londres. Pour lui, une page se tourne. 7 années de détention sans accusation, en prison, en résidence surveillée, et presque 5 années ici, dans cette ambassade sans lumière du jour. 7 années sans accusation, pendant lesquelles mes enfants ont grandi sans moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner. Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier. Mais Julian Assange n'en a pas fini avec la détention. Car même si l'enquête suédoise pour viol se clôture, pour lui, les États-Unis l'accusent toujours de piratage informatique, association de malfaiteurs et d'espionnage. En cas d'arrestation, il craint l'extradition, la prison de haute sécurité et un procès qui pourrait déboucher sur une peine cumulée de 175 années de prison. Pourtant, Wikileaks n'arrête pas les fuites. En 2016, en pleine campagne électorale entre Hillary Clinton et Donald Trump, le site publie plusieurs milliers d'emails compromettants pour la candidate démocrate. On y apprend qu'elle a utilisé sa messagerie privée en tant que secrétaire d'État, ce qui mettrait en danger la sécurité de la diplomatie américaine. On y apprend aussi que le Parti démocrate a avantagé Hillary Clinton plutôt que Bernie Sanders lors des primaires démocrates. Personne ne s'est excusé auprès de moi et ce n'est pas une véritable surprise, ni pour moi ni pour mes supporters. Il n'y a aucun doute à ce sujet, le comité national démocrate était en faveur d'Hillary Clinton depuis le premier jour, nous le savons tous. Je vous donne un dernier chiffre qui vient de sortir dans les sondages américains, et Dieu sait s'il y en a, 68% des Américains ne font pas confiance à Hillary Clinton. Le Parti démocrate encaisse. L'image d'Hillary Clinton se détériore un peu plus dans l'opinion. Donald Trump, en face, use et abuse des révélations de Wikileaks pour attaquer celle qu'il nomme Hillary la corrompue. WikiLeaks! WikiLeaks, I love WikiLeaks, as confirmed just today by WikiLeaks. It's been amazing what's coming out on WikiLeaks. They want to distract us from WikiLeaks. The wonder of WikiLeaks. Boy, that WikiLeaks has done a job on her, hasn't it? We've learned so much from WikiLeaks. Oh, we love WikiLeaks. Boy, they have really. WikiLeaks. WikiLeaks. Après la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton, plusieurs responsables des services de renseignement des États-Unis accusent Wikileaks d'avoir bénéficié de l'aide de la Russie dans ses tentatives d'ingérence lors de ces élections. L'image de Wikileaks et de Julian Assange en prend un nouveau coup. Arrivé au pouvoir, Donald Trump ne va pourtant pas se montrer favorable à Wikileaks. L'administration Trump, comme celle d'Obama, considère le site non pas comme un média, mais comme une agence de renseignement, ou plutôt une agence non étatique de renseignement hostile.
Face à toutes ces accusations, Julian Assange est donc toujours obligé de se terrer dans l'ambassade d'Équateur à Londres, dans un réduit de quelques mètres carrés. Mais en avril 2019, le nouveau président équatorien, Lénin Moreno, arrive au pouvoir et une de ses premières décisions sera de lui retirer l'asile. Aujourd'hui, j'annonce que le comportement agressif et impoli de M. Julian Assange, les déclarations hostiles et menaçantes de son organisation contre l'Équateur et par-dessus tout la violation des traités internationaux nous ont menés vers une situation telle que maintenir l'asile de M. Assange n'était plus possible ni viable. La police britannique est donc maintenant libre de se rendre à l'ambassade d'Équateur. Elle emmène Julian Assange à la prison de haute sécurité de Belmarsh. Il y attend notamment une décision d'extradition vers les États-Unis. Pour les avocats d'Assange, l'enjeu est ni plus ni moins que la liberté de la presse. Cela crée un dangereux précédent pour tous les médias et les journalistes en Europe et ailleurs dans le monde. Ce précédent signifie que tous les journalistes peuvent être extradés vers les États-Unis et être poursuivis pour avoir publié des informations vraies à propos des États-Unis. Depuis lors, la saga judiciaire se poursuit. Après un premier refus d'extradition par la justice britannique, s'ensuit un appel des États-Unis. La justice britannique change de cap et autorise finalement cette extradition. Julian Assange a déposé à son tour un appel. Il attend sous peu une décision. Cela fait 13 ans que Julian Assange ne vit plus libre. La première, l'histoire continue. On revient donc sur cette affaire Assange. Toujours, Julian Assange en attend une décision donc sur son sort en Angleterre, d'une éventuelle extradition vers les États-Unis où il risque la prison, 170 années de prison cumulée. D'abord, Marc Molitor, avant de revenir sur certains faits, bon, c'est une histoire compliquée, hein, donc il y a beaucoup de choses. Un mot sur la personnalité de Julian Assange, vous qui l'avez rencontré. Comment vous expliquez qu'il se soit lancé dans cette histoire, dans ce que certains appelleraient peut-être une croisade, une mission? Quelle est la psychologie, la personnalité de Julian Assange? C'est quelqu'un qui, comme certains autres, ont été très fort marqués par la numérisation du monde et par l'extension d'Internet, des interconnexions permises par Internet et par l'impact que cela avait sur l'organisation des pouvoirs dans le monde. Donc il a vite développé une vision, voyant non seulement les aspects positifs de l'Internet, mais aussi tous ces aspects négatifs, notamment en termes de surveillance. D'ailleurs, à l'heure actuelle, Assange pense que le combat pour la surveillance est perdu, c'est-à-dire que le contrôle de la vie privée est croissant de la part d'une série de grandes organisations. Mais à l'inverse, cette interconnexion croissante et cette numérisation offrent des failles, c'est-à-dire que l'ensemble des informations détenues par les grands pouvoirs se concentrent de plus en plus dans des dossiers qui peuvent être plus facilement qu'avant atteignables par des lanceurs d'alerte. Donc il a développé du coup cette vision qui est symbolisée dans une phrase qui est la transparence pour les puissants et la protection de la vie privée pour la population, pour les plus faibles. C'est le cœur de la philosophie du combat de Wikileaks. C'est sur cette base-là que s'est développé alors l'organisation de Wikileaks et sa structure, donc l'idée de protéger les lanceurs d'alerte en leur offrant des possibilités techniques de déposer leurs documents de façon tout à fait anonymisée et sécurisée. Et alors, si vous voulez, la suite du combat, ça a été aussi d'offrir cela de façon transparente à tout le monde, parce que lorsque vous parliez de secret tout à l'heure, ce sont des documents classifiés. Le secret, c'est un concept très ambigu. C'est toujours le pouvoir qui décide qui et qu'est-ce qui est classifié. Et donc, ils ont développé cette vision, qui n'est pas une vision complètement anarchiste ou débridée, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vérification de l'authenticité des documents, souvent en collaboration avec des médias locaux.
Il y a aussi une vérification de l'intérêt public de publier ces documents. Bien sûr, c'est un filtre avec des critères que... on reviendra parce que là-dessus, il y a eu des polémiques, mais on y reviendra tout à l'heure. Et l'authenticité, l'intérêt public, et c'est vrai qu'ils filtrent aussi, ils essayent... Il y a eu, je sais, des petits problèmes à certains moments, mais dans l'ensemble, ils purgent les documents de tout ce qui pourrait constituer des dangers pour les personnes. En tout cas, il n'y a jamais eu de fake news, où il n'y a pas eu d'erreur manifeste. Une fake news, une erreur manifeste. C'est important de le signaler. Anne Michos, vous qui avez été son avocate, qu'est-ce que vous diriez de sa personnalité ? C'est quoi son moteur? On comprend bien avec Mark Molitor ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu faire. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il a voulu faire tout ça ? Il faut quand même rappeler que c'est un Australien et qu'il fait donc partie d'un de ces États qu'on appelle les Five Eyes, qui mettent en place des systèmes de surveillance hyper sophistiqués. Snowden nous l'a démontré. Il a d'ailleurs versé des documents sur Edward Wikileaks. Snowden, il faut peut-être rappeler qui c'est, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans cette affaire. Le récit est concentré sur Assange, mais donc il a collaboré, enfin il a donné des documents confidentiels de la NSA où il travaillait, qui démontrent qu'on était tous sur surveillance, et notamment Sarkozy et Angela Merkel. C'est lui qui a donné les documents. Assange, je le savais pas, mais donc ces 5 Five Eyes qui nous surveillent tout le temps. Je pense que comme citoyen australien, il s'est dit ça peut pas continuer comme ça. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Et de sa personnalité, c'est quelqu'un de extrêmement investi, déterminé par sa mission. On peut pas dire que c'est quelqu'un d'hyper sympathique, même si à force je suis devenue attachée à lui, parce qu'il est vraiment investi de cette mission. Il a un physique un peu glacial, comme ça. Il a un physique glacial, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui a construit sa mission. Donc il a une pensée construite quand il vous parle pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est extrêmement construit. Et comparé à un Edward Snowden qui était le tout gentil, tout jeune, qui travaillait à la NSA, qui pensait que l'axe du bien et du mal avait un fondement et se rend compte que ce n'est pas le cas, et donc donne les documents sur Wikileaks, on a là un personnage gentil, jeune, naïf, qui réalise ce qu'il réalise et qui moralement décide de donner les informations, comparé à Assange, qui est plus froid et qui a une pensée construite, qui est plus investi de sa mission. Il a une certaine idéologie. Et donc, on préfère un Snowden qui est le gentil chevalier blanc, et on considère qu'Assange est quelqu'un de froid, alors qu'en fait, quand vous le connaissez un peu, il n'est pas froid du tout. Sa grande valeur, c'est la transparence ? C'est la transparence à tout prix, sur base de documents vérifiés, bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu aucune fake news. Ils sont quand même une dizaine à travailler à Wikileaks. Et il estime qu'il doit diffuser, que son obligation est de diffuser les documents qui sont versés sur Wikileaks, s'ils ont un intérêt public et qu'ils sont vrais, quels qu'ils soient. Oui. Mark Molitor, peut-être rapidement, parce que c'est vrai qu'au moment où ont éclaté les premières affaires Wikileaks, on a cette idée aussi du génie de l'informatique. Julian Assange, c'est un génie de l'informatique ? Oui, et notamment de la cryptographie, qui est aussi une de leurs grands souhaits, c'est que tout le monde crypte ses communications pour éviter justement cette saisie par les puissants. Moi, j'avais été frappé un jour, une soirée où Balthazar Garzón était venu à Bruxelles, c'est l'avocat qui coordonne au niveau international, l'ancien juge espagnol. Il avait dit, quand je suis entré dans cette affaire, j'ai rencontré quelques jeunes types avec des laptops, et j'étais saisi de voir qu'à 4 ou 5 avec le laptop, ils tenaient en échec la plus grande puissance mondiale. C'est une phrase qui m'a vraiment fort frappé. Alors pour achever sur la personnalité, je suis aussi frappé au plus j'avance dans cette histoire que malgré tous ces aspects parfois controversés d'Assange, il y a un caractère quelque part hautement éthique de sa position. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Une vision de vie, quoi. Il dit « j'assume clairement la conséquence de mes actes ». C'est ça. Il croit en ses valeurs, il va jusqu'au bout. Tout à fait. Ça ne m'étonne pas que dans le procès, à un moment, on l'ait diagnostiqué Arns Perger, tellement il est investi dans son... Je ne savais pas ça. On lui a dit, certains ont dit qu'il avait un côté presque autistique. Quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, sur ce qui lui est arrivé, toute cette saga, vous dites, Mark Molitor, vous avez publié plusieurs choses là-dessus, qu'au fond, il y a une chasse à l'homme, que toute la procédure est déjà une forme de punition, que c'est ça qui s'est passé. Je vais faire un tout petit rappel historique. Assange a commencé, et Wikileaks a commencé leur révélation déjà en 2007-2008. Dès ce moment-là, et ça ne portait pas uniquement sur les États-Unis, mais sur plein d'autres acteurs et pays, dès ce moment-là se met en place aux États-Unis une structure visant à la chasse de Wikileaks et d'Assange. Elle comprend les principales sociétés de renseignement américaines, des sociétés privées de sécurité, des sociétés informatiques, des sociétés bancaires.
Et il y a très brièvement, quatre aspects à cette chasse. Un aspect chasse cybernétique, dans lequel même des grandes boîtes américaines jouent un rôle très très important. Ils essayent de détruire Wikileaks au niveau informatique. Ils n'y sont jamais arrivés parce que Wikileaks a fait la prudence, comme c'est expliqué dans votre reportage, de créer des sites miroirs un peu partout. Donc dès qu'il y a un site qui tombe, il y en a un autre immédiatement qui prend la relève, avec l'aide des Anonymous notamment. 2, une répression financière. Là, c'est dès que les révélations de 2010 sortent immédiatement les gros canaux de financement, que ce soit Bank of America, Visa, Mastercard, etc., PayPal, coupent toute possibilité de financer Wikileaks de la part de leurs donateurs. Donc ils perdent 90% de leur financement en quelques mois, ce qui est évidemment assez catastrophique. 3, ça dès le début, des filatures, des harcèlements physiques, des vols d'ordinateurs, des vols de matériel. Donc ils sont sous pression et sous surveillance constante. Et 4, alors, là on y viendra, le harcèlement juridique et judiciaire, qui est déjà mentionné. Tout ce que je dis ici, c'est dans des documents qui ont été eux-mêmes publiés par des lanceurs d'alerte déjà vers 2009-2010. Et on voit que cette stratégie qui veut aussi dévaloriser et démonétiser la personnalité d'Assange à travers de multiples attaques diverses partout où il passe, se met déjà en place à ce moment-là. Oui. Donc j'ai l'impression que tout ce qui se passe depuis est aussi quelque part la concrétisation de cette stratégie. Oui. Sur le juridique, alors, Annie Michaude, puisque vous avez, été son conseil, vous êtes convaincu que c'est une forme d'immense procédure bâillon, plusieurs procédures qui visent surtout d'abord à le mettre hors d'état de publier des informations, hors d'état de continuer son entreprise avec Wikileaks, même si depuis l'ambassade d'Équateur, il a quand même encore travaillé, il a pu faire des choses. Mais que ça ne repose sur rien. Oui. J'en suis convaincue. Et pour rajouter à ce que vient de dire Marc, on a entendu Hillary Clinton, mais les principaux dignitaires américains ont dit clairement qu'ils chassaient l'homme. Ils ont dit que c'était l'ennemi public numéro 1, qu'il fallait qu'il meure. UC Global, cette société espagnole qui l'a espionné, c'est connu, il y a un procès en Espagne maintenant. Donc à la demande de la CIA, ils ont écouté Assange pendant qu'il était à l'ambassade d'Équateur. Le procès a lieu en Espagne. Il est démontré qu'il fallait tuer Assange ou le kidnapper. Ah oui, ça a été jusque-là. Ça a été jusque-là. Et donc quand moi je suis arrivée dans ce dossier un peu avant 2015, comme juriste, j'étais convaincue que dans les 3 mois, il allait être libéré, tellement ce qu'il y avait dans ce dossier était grossier. En Belgique, vous auriez un dossier pareil, ça ne tiendrait pas la rampe plus de 3 mois. Et donc j'en étais convaincue. On est 10 ans plus tard, il n'est toujours pas libéré. Tout est montage dans ce dossier, y compris l'affaire suédoise. Et par rapport donc l'affaire d'agression sexuelle, de viol, c'est une dont on a beaucoup parlé, mais finalement c'est la plus importante, c'est celle d'espionnage aux États-Unis. Mais celle-là l'a bloqué pendant presque 7 ans. Et pour le discréditer dans l'opinion publique, parce qu'à l'époque, toute la jeunesse le soutenait. Maintenant, vous demandez à ma fille qui est Julian Assange, elle le sait, mais ses copains ne savent pas. C'est plus très connu comme dossier, tellement il a été sali dans cette histoire de viol. Je voudrais juste dire 2 mots. Les 2 filles concernées n'ont jamais déposé plainte pour viol, n'ont jamais prétendu qu'il y avait eu agression sexuelle. Elles ont demandé un test SIDA qu'il a accepté de faire. Et pour compléter ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous avez dit qu'il s'est réfugié après ça à Londres, il ne s'est pas réfugié. Il a prévenu qu'il allait à un colloque à Londres. On lui vole ses ordinateurs à l'aéroport. Il se rend à la police à Londres. Il passe 10 jours en prison et 541 jours sous bracelet électronique. Et donc, juste pour dire que quand bien même il aurait été condamné en Suède pour fait de viol, il n'aurait jamais subi une peine de plus de 541 jours de bracelet électronique. Donc vous voyez la disproportion. On n'a pas le temps dans le délai qui nous est imparti, mais si je vous donne le dossier, vous allez vous-même vous dire, mais c'est juste pas possible. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le défendre? Moi, j'ai été consultée par ces avocats américains parce que je suis spécialiste avec Christophe Marchand, qui est toujours dans le dossier, lui, et qui coordonne la défense en liberté publique, et que les avocats suédois et anglais et américains s'y connaissaient moins bien dans la Convention européenne des droits de l'homme. La première fois que je vais à Londres avec Christophe Marchand dans le train, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On va défendre un violeur. » C'est une affaire qui fait peur. Hein. C'est une affaire qui fait peur. En plus, on croit à l'époque que c'est un agresseur sexuel. Et c'est ça qui est dingue dans cette histoire. Alors, ce qui m'a motivée, c'est de voir la persécution dont il fait l'objet. Je suis pas toujours d'accord avec sa vision de la transparence totale, mais c'est pas ça la question. On ne maltraite pas quelqu'un
de la sorte pour ce qu'il a fait, qui n'est quand même qu'un exercice de la liberté d'expression, de son métier de journaliste, qu'on peut discuter sur le fond, mais qui ne mérite pas 13 ans de détention. Et je voudrais aussi souligner que je ne suis pas la seule à le dire. 2 rapporteurs spéciaux des Nations Unies contre la torture, 2. Niels Melzer, il est très connu, mais la nouvelle Alice Jill Edwards dit la même chose que lui. Plusieurs rapporteurs sur la détention arbitraire, le groupe de travail sur la détention arbitraire considèrent que le traitement judiciaire de cette affaire ne va pas, qu'il y a eu détention arbitraire, et Niels Melzer et Alice Jill Edwards considèrent qu'il y a traitement inhumain et dégradant. Pour sortir de cet aspect vraiment purement juridique, beaucoup lui reprochent aussi d'avoir une sorte d'agenda, Mark Molitor, un agenda anti-américain, un agenda politique. Il y a eu des enquêtes, alors qui n'ont débouché sur rien, il faut le dire tout net, aux États-Unis, pour proximité avec la Russie. On l'a aussi traîné dans la boue là-dessus. Est-ce qu'il a un agenda politique anti-américain, selon vous ? Si c'est anti-américain, c'est parce que les États-Unis sont la principale puissance mondiale. Ouais. Et c'est parce qu'un ensemble d'opérateurs dans le monde de l'Internet sont américains. Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête beaucoup sur la Chine ou des documents sur la Russie. Il y en a eu, mais qui ont moins de retentissement quand même. On l'accuse un peu de... on charge les États-Unis et l'Occident au profit de qui ? Oui, mais c'est exact. Mais si vous prenez l'historique de l'ensemble des publications de Wikileaks, vous voyez que c'est extrêmement diversifié. Ça concerne aussi bien l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Russie. Mais c'est vrai que le dossier de 2010 a pris un peu le pas, aussi par les suites qu'il a entraînées pour Assange, évidemment. Donc, il y a d'autres dossiers dont on a moins parlé. Par exemple, c'est eux qui ont publié les projets de CETA, les projets de traité pour l'investissement qui étaient négociés confidentiellement pour le traité transatlantique. Qui a fait beaucoup polémique en Belgique. Des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de dossiers. D'ailleurs, je m'étonne parfois que l'ensemble des informations sur le site de Wikileaks ne sont pas encore exploitées à 100% dans tout ce qu'elles peuvent révéler. Pour ce qui est donc l'anti-américanisme, je crois que je vous ai répondu. Oui. Alors, vous dites, la Chine, c'est vrai qu'il y a assez peu de choses par rapport à la Chine. Je pense qu'il y a aussi un problème culturel et de langue et qu'il faut des collaborateurs qui travaillent. Or, il n'y en a plus pour le moment au niveau de Wikileaks. Alors, pour la Russie, là, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais essayer d'être très bref. Vous l'avez dit vous-même, les enquêtes menées ont débouché sur peu de choses. Mais on continue d'alimenter des choses. Et il y a un exemple qui me tient à cœur. C'est lorsqu'on a dit que Julian Assange travaillait pour Russia Today. C'est quelque chose qui est faux, qui est carrément faux. Julian Assange a créé une société qui s'appelle World Tomorrow, une société de production audiovisuelle, parce qu'il avait besoin d'argent après les blocages financiers. Et cette société a produit une vingtaine d'interviews avec une série de personnalités de haut vol, d'ailleurs. Et puis, ils ont dit, comme toute société de production, nous vendons. Et Russia Today a acheté. Mais il y en a d'autres qui ont acheté aussi. Mais oui, le groupe, mais ça on ne dit jamais, le groupe italien L'Espresso a acheté et a diffusé aussi. C'est pas des marionnettes de Poutine, ceux-là. Et ça finit par dire, oui, mais Assange, du coup, présente sur RT une émission. Pas du tout. C'est une émission que les se reportent, qui est vendue et que RT diffuse, comme d'autres diffusent. Voilà comment on trafique l'info. À demi-chose. Il y a aussi, par exemple, dans les polémiques qui nous ont touchés, nous, en Belgique, cette divulgation du dossier Dutroux par Wikileaks. Ça a choqué beaucoup de monde, particulièrement dans les journalistes, qui souvent disposaient de ce dossier, mais ne l'ont pas rendu public par déontologie. On s'est dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? On publie tout, presque sans filtre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, mon opinion personnelle, on s'en fiche un peu. Ce qu'il y a, c'est que des journalistes vendaient les pièces du dossier Dutroux, 30 € la page. Ouais, un journaliste. Ouais. Un journaliste, oui, pardon. Un journaliste, 30 € la page. Et là, après avoir vérifié la véracité du dossier, Julian Assange a décidé de le diffuser. Mais les parents étaient consentants. Moi, ce qui m'avait choqué, si vous voulez, que j'étais encore jeune à l'époque, c'est que le dossier avec des photos et les autopsies ont été balancés sur Wikileaks aussi. Moi, ça m'avait choqué, mais à partir du moment... Je suppose que les parents aussi, puisqu'il n'y avait pas eu accès. Mais... à nouveau, les parents étaient d'accord. Un journaliste à côté et un type d'extrême droite, Laurent Louis. Laurent Louis diffusait aussi. L'un vendait, l'autre diffusait. Il y avait toujours cette histoire de dossier bis dont la population pensait qu'il existait. Là, on a eu la preuve que ce n'était pas le cas. Voilà, je trouve que sur le fond, on peut discuter de la transparence absolue, mais
à nouveau, ça ne justifie pas un tel traitement juridique. Un tel traitement. Et quand je lisais la presse l'autre jour sur le Qatargate, là aussi, il y a plein d'infos de l'instruction qui sont diffusées. Les journalistes ne se retrouvent pas en prison. Et là, en plus, ça bousille l'instruction judiciaire, puisque tout ce qu'on diffuse va porter atteinte au secret de l'instruction. Oui, chaque partie lâche une partie du dossier quand ça l'arrange. Exactement. Alors que Wikileaks, non, ils diffusent tout. À vous de trier, c'est d'ailleurs très difficile. Allez voir sur Wikileaks, c'est difficile de trouver les documents, mais c'est la volonté d'Assange. Marc Molitor, on terminait le récit en disant que Julian Assange attendait une décision d'ici peu sur un appel. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour lui dans les prochaines semaines ? Moi, je ne sais pas. J'espère toujours que le refus d'extradition finira par prévaloir, mais je ne suis pas très optimiste à ce sujet. La suite, ça, c'est peut-être un ami qui va l'expliquer, c'est les recours possibles à la Cour européenne des droits de l'homme dès que cette échéance-ci sera passée. Mon hypothèse, c'est que peut-être il y aura encore un motif d'appel qui sera retenu sur les 8 ou 9 qui sont introduits par la défense et que ça va encore durer. Et là, alors, on est de nouveau dans le schéma. La peine, c'est le procès. Oui, les audiences ont lieu le 20 et 21 février prochain, donc mobilisons-nous à cette occasion. Moi, je suis plus optimiste parce que je fais encore confiance à la justice et j'espère que l'appel va être retenu. Et sinon, il y aura un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Dernier mot, Marc Molitor. L'enjeu derrière Assange, c'est vraiment une question de liberté d'expression ? Oui, et je pense que pendant longtemps, une série de journalistes et d'associations de journalistes n'ont pas bien compris l'enjeu. C'est ici quand même une puissance qui se permet d'intervenir de façon extraterritoriale, d'aller chercher quelqu'un ailleurs ou de demander à un autre pays d'aller chercher quelqu'un ailleurs, un journaliste qui a fait des révélations qui gênent cette puissance. Imaginez-vous un journaliste belge qui ferait des révélations importantes sur la Chine et qui serait de passage dans un pays asiatique plus ou moins proche de la Chine, pays auquel la Chine demanderait d'arrêter ce type et puis de le transférer en Chine. Mais voilà, toute la profession ici hurlerait. Donc ça constitue évidemment un précédent extrêmement dangereux. En plus, aussi l'incrimination d'espionnage est une première aux États-Unis pour un journaliste. Donc à cet égard-là, il faut vraiment faire extrêmement attention. Si je peux rajouter, moi, une des choses qui m'inquiète, c'est que ça ne fait pas beaucoup de bruit dans les pays démocratiques. Il y a peu de pays qui l'ont soutenu. Ça commence, donc l'Australie prend sa défense maintenant, il a fallu le temps. Mais comme vient de le dire Marc, ça se passerait en Chine, on serait tous en train de dénoncer. Là, c'est dans un pays démocratique, c'est effrayant. Merci. Anne Michaud, je rappelle que vous êtes rectrice de l'ULB, que vous avez été conseil donc, de Julian Assange. Merci à vous. Merci aussi Marc Molitor. Je rappelle que vous êtes ancien journaliste ici à la RTBF. Vous avez suivi l'évolution de ce dossier Assange ces dernières années. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous. Merci. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, à la réalisation Guillaume de Smet et à la coordination Émilie Malice.